20h30 à Libreville, 19h30 en temps universel. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre édition d'information. Voici les titres de l'actualité africaine de ce lundi. Au Sénégal, la situation est très tendue depuis la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko. 16 personnes ont perdu la vie selon les autorités sénégalaises. On vous en dit plus dès le début de ce journal. Après sa prestation de serment vendredi dernier, Balthazar Ngonga Edjo, l'équato-guinéen à la tête de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, prend ses marques au sein de l'institution financière. Reportage en fin de journal avec nos envoyés spéciaux. Le syndicat national des magistrats du Gabon s'insurgeait la semaine dernière contre la situation qui l'oppose à la tutelle. Les signaux semblent désormais pencher en faveur d'un retour à la normale. Soyez les bienvenus. Plusieurs jours de heurts après le verdict de la condamnation à 2 ans de prison d'Ousmane Sonko, le bilan des pertes en vie humaines ne cesse de s'alourdir. Les autorités sénégalaises admettent pour l'heure 16 morts. Michael Ba. Progressivement, le calme revient à Dakar et dans les autres villes du Sénégal après 4 jours de manifestations suite à la condamnation d'Ousmane Sonko. Cependant, le bilan des heurts, lui, ne cesse d'être revu à la hausse. Ainsi, aux 9 morts de jeudi et aux 6 autres de vendredi, il faut désormais ajouter un énième décès survenu dans la journée de samedi, a déclaré le chef de la police. Le principal parti d'opposition, le PASTEF, continue d'exhorter les Sénégalais à se défendre par tous les moyens possibles et avance quant à lui le chiffre de 19 morts. Dimanche, la Croix-Rouge, dans un communiqué, dit avoir porté secours à 357 manifestants depuis jeudi et parmi eux, 78 étaient dans un état critique. Bien que plusieurs activités ont repris leur cours et que l'on enregistre une nette baisse du point de tension sur l'étendue du territoire, les populations disent craindre de nouvelles violences à l'annonce de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Effectivement, ça n'empêche pas de se questionner sur la crise que traverse le Sénégal ces derniers jours. Comme vous l'avez tous vu, le pays a connu une flambée de violence. Dans ce contexte explosif et à 9 mois de l'élection présidentielle, le scénario d'une possible mise à l'écart de Sonko semble se dessiner avec le risque d'un dénouement tragique. Retour sur les contours de cette affaire avec Karl Makimba. Tout commence en 2016 lorsque le président Macky Sall initie une réforme constitutionnelle instituant le passage du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est en vertu de cette nouvelle réforme qu'il a été réélu dès le premier tour en 2019, de quoi lui donner des idées de remise à zéro des compteurs alors que la constitution sénégalaise est claire à ce sujet. Elle précise que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les intentions du président de la République se précisent en mars 2023 lors d'un entretien qu'il accorde au journal français L'Express, au cours duquel il laisse entendre que le débat serait tranché au plan juridique concernant sa possible candidature à un 3e mandat. Il confiera à nos confrères: J'ai été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans. En 2016, j'ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d'appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu'il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Autrement dit, rien ne l'empêche de se présenter pour un prochain mandat en 2024. Parallèlement, la justice sénégalaise était déjà sur le cas Sonko concernant les accusations de viol et de menaces de mort envers Adji Sarr, ce qui vraisemblablement a poussé les opposants à croire à un complot visant à permettre à Macky Sall de briguer un prochain mandat tout en s'assurant de la mise à l'écart d'un adversaire susceptible de le battre. Des spécialistes de la vie politique sénégalaise ne sont pas loin de partager cette analyse. Aussi vrai que l'on s'en souvienne, la justice est très souvent instrumentalisée à des fins politiques par des pouvoirs en place, comme l'expliquait lundi matin à nos confrères de RFI, le chercheur Paul Simon Andy, qui dirige le bureau de l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba.
On l'écoute. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à crédibiliser cette thèse, notamment qu'il y a un vrai contexte historique au Sénégal où les tenants du pouvoir ont tendance à salir la réputation des opposants pour des fins politiques. Depuis les années 60, il y a eu les cas de Mamadou Dia, il y a eu même l'ancien président Abdoulaye Wade lors de son passage à l'opposition qui avait été condamné sous le président Abdou Diouf. Il y a eu Idrissa Seck sous la présidence Wade et puis plus récemment, il y a eu Karim Wade et Khalifa Sall. L'innovation, il faut dire, avec le président Macky Sall, c'est que jamais auparavant, les condamnations d'opposants n'avaient conduit à leur élimination de la compétition électorale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été empêchés de participer à une élection présidentielle. Ceci est une première. Mais au regard de la situation, quel scénario de sortie de crise possible pour le Sénégal ? À en croire le spécialiste, le maintien de la candidature de Sonko serait la meilleure voie. Je vois 3 scénarios possibles. Une élimination de Sonko et une présentation du président Macky Sall pour une 3e candidature, tout en réhabilitant pour apaiser un peu les tensions Karim Wade et Khalifa Sall. Ça, c'est le premier. Le deuxième serait une élimination de Sonko, réhabilitation de Karim et Khalifa Sall, mais Macky Sall ne se présente pas. Le troisième, toujours élimination de Sonko, non-réhabilitation de Karim et Khalifa, et puis candidature du président Macky Sall. Je vois dans ces 3 scénarios qui éliminent le candidat Sonko, dans ces 3, les germes d'une explosion sociale claire. Donc tout scénario, à mon avis, qui exclurait Ousmane Sonko, conduirait à une explosion sociale aux conséquences inattendues. Au vu du retour progressif au calme dans le pays, ne reste plus qu'à espérer que les leaders religieux, très influents et écoutés par la classe politique, parviennent à ramener tout le monde à la raison. Nouvelle journée de mobilisation au Maroc à Casablanca où plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de la Confédération démocratique du travail, place de la Victoire. Un seul cortège, mais la manifestation est nationale pour protester contre la vie chère et réclamer des hausses de salaire. Boris V pour le récit. Le mot d'ordre est clair dans les rangs de la principale centrale syndicale d'opposition. Au cœur de ce mouvement, l'inflation grandissant dans plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur alimentaire, mais surtout une augmentation de salaire et la protection du régime des retraites. Nous sommes ici pour crier notre mécontentement contre l'envolée des prix et les attaques contre le pouvoir d'achat. C'est une honte, la subsistance des travailleurs est en danger. Comment les plus modestes peuvent-ils vivre avec l'envolée des prix des aliments? Un accord avait vu le jour le 30 avril 2022 entre syndicats et gouvernement avec à la clé une hausse des salaires et des améliorations de conditions de travail. Le blocus des négociations serait autour de l'âge de départ à la retraite et sur la modification du droit de grève. Membre du Bureau national de la Confédération démocratique du travail, Nadia Souba estime que les négociations ne vont pas dans le bon sens car le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Si l'exécutif affirme avoir fait des bons dans les avancées réclamées, la Confédération démocratique du travail, quant à elle, promet de durcir ses actions et poursuivra sa mobilisation si elle n'obtient pas gain de cause. Au Burkina Faso, 50 terroristes ont été tués dans les combats qui ont opposé les forces armées burkinabées à un groupe rebelle mercredi dans le nord-ouest du pays. L'annonce a été faite par l'état-major des armées jeudi dans un communiqué express. Tibou, près de la frontière avec le Mali, a été le théâtre mercredi dernier de violents combats entre l'armée burkinabé et des forces rebelles. Selon l'état-major des forces armées, l'escorte militaire d'un convoi humanitaire au bénéfice des populations de Titao a été prise dans une embuscade tendue par une centaine d'assaillants. Le bilan des combats fait état de 50 terroristes tués et de 2 morts côté civil. Les unités qui escortaient un convoi de vivres au profit des populations de Titao ont été prises à partie par un groupe de terroristes. La promptitude et la vigueur de la riposte ont créé la débandade dans les rangs des terroristes qui ont subi de très lourdes pertes. Au moins 50 d'entre eux ont été neutralisés. Depuis 7 ans, le Burkina Faso est en proie à de nombreuses insurrections et a déjà perdu 35% de son territoire
au profit des djihadistes. Selon les ONG, ces soulèvements armés ont déjà fait plus de 10 000 morts et 2 millions de déplacés. Mardi dernier, le Premier ministre de transition, Apollinaire de Tambela, a exclu toute négociation avec les terroristes et il a ajouté qu'aucune élection ne pouvait se tenir sans le retour total de la sécurité. Des déclarations lourdes de sens dans un pays qui a connu 2 coups d'État en 2022. Au moment où la situation semblait s'enliser dans l'affaire qui oppose les magistrats gabonais au ministère de la Justice, les signaux semblent désormais pencher en faveur d'un retour à la normale, à en croire les annonces du ministre de la Justice à la suite de la séance de travail accordée au Syndicat national des magistrats du Gabon, vendredi dernier. Décryptage avec Karl Makemba. Nouvel épisode dans l'affaire qui oppose les magistrats du Gabon au gouvernement au sujet de leur cahier de charges. Depuis la conférence de presse du Syndicat national des magistrats du Gabon le 30 mai dernier, le ministère de la Justice semble avoir repris la main sur ce dossier, à en croire la rencontre que la chef de ce département, Erline Antonella Ndembe, lui a accordée vendredi dernier. Au menu des travaux, 5 points parmi lesquels le projet de loi portant statut des magistrats, la dotation en véhicules, la question des tauges, mais aussi la régularisation des situations administratives. Alors que le SINAMAG affirmait lors de sa conférence de presse que ces points cristallisaient toujours les tensions, le ministère a estimé dans un communiqué rendu public au sortir de cette rencontre que les membres du bureau du SINAMAG ont trouvé satisfaction et assurance. Concernant les dotations en matériel roulant, si le SINAMAG regrettait que les véhicules n'avaient été remis qu'au chef de juridiction des tribunaux et au chef de cour d'appel, en plus du cabinet de la ministre, les autorités ont tenu à rassurer en affirmant que 109 véhicules ont été mis à disposition des magistrats et que 40 supplémentaires viendront prochainement compléter la flotte déjà disponible. Ce point a-t-il trouvé satisfaction? Nul ne sait. Par ailleurs, la Direction générale des affaires civiles précise concernant la question des tauges qu'une commande de 367 tauges a été passée auprès d'un couturier parisien et qu'elles seront disponibles dans les prochaines semaines. La régularisation des situations administratives serait également en phase de trouver un dénouement heureux, à en croire la Direction générale des affaires administratives qui estime que les dossiers seraient déjà en cours de traitement. Enfin, sur l'épineuses question du projet de loi relatif au statut des magistrats, Madame la ministre a assuré qu'elle est attendue mercredi prochain à l'Assemblée nationale où elle sera auditionnée. À l'issue de ces annonces ministérielles, plusieurs questions restent en suspens. Le SINAMAG a-t-il effectivement trouvé satisfaction à la suite de sa rencontre avec les autorités? Quelles avancées espère-t-il trouver à la suite de l'audition de Madame la ministre mercredi? Les magistrats entendent-ils reprendre du service à la suite des discussions du vendredi dernier? Sollicité par nos services, le SINAMAG n'a pas souhaité pour le moment donner une suite favorable à nos demandes d'entretien. Après sa prestation de serment devant le chef de l'État tchadien, le nouveau président de la commission de la CEMAC a visité les agences de cette institution. Le point avec nos envoyés spéciaux à N'Djamena, Martial Tsonga et Justin Bitégué. Fini la prestation de serment devant le chef de l'État et président de la transition du Tchad. Et devant la Cour de justice communautaire, les membres du nouveau gouvernement de la commission de la CEMAC font le tour des organes des institutions spécialisées et agences d'exécution à N'Djamena. Et le président plante déjà le décor. Les priorités sont déjà tracées. Vous avez peut-être hier constaté qu'il y avait... disons, un écran qui disait que les piliers de la communauté c'est la solidarité, la collégialité, l'égalité, la transparence et la justice. C'est les piliers que nous allons tous développer en équipe. Après avoir fait le tour du propriétaire, le président de la commission compte gagner la confiance de l'institution. Ce que nous prévoyons, ce que notre équipe prévoit de réaliser, c'est d'abord de gagner la crédibilité de la commission. La crédibilité de la commission ne peut pas être, disons, acquis si nous ne sortons pas de l'opacité de la gestion et de l'anonymat de la commission. Parce que la structure de la commission a été créée afin de réaliser certaines actions que les États
devrait réaliser. De la Cour de justice de la CEMAC à la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, CBVIRA, en passant par la Cour des comptes CEMAC, le président Balthazar Ngonga Edjo a su religieusement écouter les doléances des uns et des autres. Et pour la fin de ce journal, les finales des compétitions continentales se sont jouées ce week-end aussi bien en Égypte qu'en Algérie. Pour ce qui est de la Ligue des champions CAF, le géant Al Ahly a eu raison du Wydad Casablanca en gagnant 2-1. Et en Coupe de la CAF, l'USM Alger a soulevé le premier trophée continental de son histoire. Résumé, John Zui. Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Et l'USM Alger l'a bien compris aux dépens des Young Africans, qui ont eux également joué avec le club algérien leur première finale d'une coupe africaine. L'USMA, qui avait remporté le match aller en Tanzanie 2-1, avait ses cartes en main au coup d'envoi du match retour sur ses propres installations au stade du 5 juillet. Mais les Algériens vont jouer à se faire peur en encaissant un but matinal, un penalty inscrit dès la 7e minute par Djouma Chabani. Dès lors, le club de la Médine conserve l'acquis du match aller, score cumulé, 2 buts partout, ce qui permet aux Algérois de remporter leur premier trophée africain depuis leur création en 1937. En Ligue des Champions, pour le compte de la finale aller entre Al Ahly et le Wydad, le duel entre les deux derniers vainqueurs a tourné en faveur du géant égyptien. En effet, le national du Caire a gagné cette première manche sur le score de 2-1 grâce à Percy Tao et Mahmoud Karaba. La réduction du score est intervenue à la 86e minute par l'entremise de Saïfedine Boura. La manche retour à Casablanca va être décisive pour les deux équipes et déterminera qui, du plus titré Al Ahly ou de son nouveau grand rival, le Wydad, sera sur le trône du football continental. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.